Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Tu es avec Morgan in Black et je suis avec un témoin pour OVNI France. Salut à toi. Bonjour tout le monde, alors je suis Fernand, alors voilà, c'est passé en fin avril 2005 sur le littoral français, au niveau de la péninsule du Cap Ferret, qui est une péninsule à l'ouest du bassin d'Arcachon. J'avais relevé des empreintes et des traces très étranges sur le sable, à la surface du sable. Ces empreintes et traces se décomposent en deux parties, donc une partie avec des empreintes de pas de pieds nus, très particulières, et des empreintes mécaniques. Alors, les empreintes de pas de pieds nus en elles-mêmes sont particulières dans le sens où c'est que la morphologie est très atypique. Oui. Et ils sont. Alors, ce que j'avais noté à l'époque, pour voir ces empreintes de pas de pieds nus, j'ai constaté qu'elles s'inscrivaient comme dans un croissant sur une surface, à la surface du sable, comme dans un croissant de lune, en forme de croissant de lune. Et ces empreintes de pas de pieds nus étaient parfaitement imprimées, les unes presque chevauchant les autres au-dessus, venant de nulle part derrière et disparaissant devant les empreintes mécaniques qui sont, elles, un disque sinusoïdal, comme on pourrait l'assimiler quand on fait tomber une pierre à la surface d'un plan d'eau. D'accord. Une goutte d'eau, ben, pareil, et ce que vous voyez, ça forme un disque sinusoïdal. Et si vous voulez, ce disque sinusoïdal, c'est pas que ça, parce que quand on parle du disque sinusoïdal en lui-même, ça c'est ce qu'on a sur Terre quand l'énergie se dissipe. Le phénomène est connu des physiciens, c'est tout à fait normal. Mais si vous voulez, ce disque sinusoïdal est plus complexe. Il y a aussi des creusets, des monticules inscrits dans l'onde sinusoïdale, dans les vagues, vous voyez. Ce qui fait que ça fait une topologie très complexe, et c'est un phénomène, je pense, qui n'est pas du tout. Pour moi, c'est des champs de propagation d'énergie au niveau du disque sinusoïdal qu'on ne connaît pas sur Terre. Parce qu'il est complexe. C'est comme s'il y avait des lignes verticales qui sortaient du plan horizontal du sable, où ça crée donc le disque horizontal, le disque sinusoïdal. Mais en même temps, il y a des creux et des monticules, ce qui laisse à penser qu'il y a comme une force qui sortait du sol en arc de cercle et qui retombait là où il y a les creusets. Et donc à l'opposé, ça fait un monticule, vous voyez, comme si les grains de sable ont été projetés, et ça fait un pincement et ça fait une petite colline. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'il faut imaginer, enfin moi c'est ce que j'ai pensé, pour qu'on ait cette configuration-là, il faudrait qu'il y ait des forces synchrones en même temps, alors soit des synchronisées, mais si vous voulez, au sein d'une sphère, il faudrait qu'il y ait des forces horizontales et verticales pour produire ça. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que le sable, la péninsule du Cap Ferret, c'est que du sable, hein, c'est le littoral. Vous imaginez vous avez l'océan là-bas, vous avez la marée haute et la marée basse, et à l'endroit où c'est fixé, c'était sur le point culminant des dunes, vous voyez. Alors ces dunes de sable, elles culminent en gros entre 7 mètres pour les plus basses, et ça peut aller jusqu'à 15 mètres pour les plus hautes sur le littoral. Et moi, c'est dans la partie supérieure, vraiment, c'était en gros à peine 1 mètre du point culminant de la dune, quoi. Et là, je peux vous garantir que la marée ne va jamais, le choc ne peut pas y aller, quoi. Ça peut pas être mouillé, quoi. D'autant plus que quand j'avais fait le relevé, le temps était très clément à l'époque, en fin avril 2005. Si on regarde météo, si les gens qui regardent la météo, ils verront que le temps était très clément. L'humidité n'était pas trop importante. Et il y avait une petite brise côtière qui habituellement, c'est toujours du vent sur les zones côtières littorales. Mais les conditions climatiques étaient très clémentes. Et le sable qu'il y a là-bas, c'est un sable qui est quand même relativement fin. Et ce qu'il y a aussi, ce que je comprends pas, c'est que comment on peut avoir une empreinte aussi parfaite en tant que les empreintes de papier en elles-mêmes, et les empreintes mécaniques, alors que les grains de sable sont si le sable est sec, c'est pas possible. Est-ce qu'il y avait des traces d'humains à côté? Alors, non. Alors, ce qu'il faut savoir, vous allez voir sur les clichés, si je vous envoie les clichés, vous verrez qu'il y a des gros cratères béants. Alors ça, c'est moi qui marchais dans le sable sec et fin. Et quand moi j'ai marché, je fais presque 59 kilos. Hein.
Donc je suis léger, hein, vous voyez. Et quand j'ai marché, j'ai fait des cratères énormes. Parce que sur du sable sec et fin, sans collision entre les grains de sable, vous ne pouvez pas faire des empreintes parfaites. Et ce qui serait extraordinaire, c'est de savoir que ces empreintes, quand au moment où elles se sont formées, tout est resté imprimé tel quel dans le sable sec et fin. Ça, c'est extraordinaire. Et ce que je pense que c'est le cas, parce que vu les conditions météo qu'il y avait à cette époque et cette année-là, ça m'a fait à penser que le sable donc, était vraiment très peu modifié. Donc pour toi, ce n'est pas de la main de l'homme, ce genre de création? Pour moi, c'est pas possible. Il est impossible, honnêtement, si on voulait reproduire une telle empreinte, telle qu'elle est définie dans sa topologie, et même dans l'étude de sa cinétique, parce que si on regarde bien les empreintes de pas de pieds nus, déjà elles sont la morphologie très particulière parce que c'est pas comme des doigts de pied comme nous à 5 doigts, vous voyez, on verrait sur un 5 doigts. Et comme elles ont été parfaitement imprimées, on pourrait le voir. Mais c'est pas ce qu'on voit. On voit comme s'il y avait deux coussinets, vous voyez, comme s'il y avait les deux premiers doigts étaient reliés par un coussinet, et il y a un deuxième coussinet parce qu'il y avait les 3 doigts de pied. Si par rapport à nous, on a 5 doigts. Mais peut-être qu'ils avaient que 4 doigts, ou peut-être qu'ils avaient des coussinets, quoi. Mais pour moi, ils avaient des coussinets. Et on le voit sur les. Si on regarde bien les empreintes de pas de pied, vous pourrez voir ça. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de crop circle dans le sable, quelque part? Alors, moi je dirais non, pas véritablement, parce que les crop circles, eux, ce sont des dessins géométriques complexes, mais qui renvoient à la géométrie sacrée, etc. Mais c'est des figures bien définies, géométriques, d'art, etc. C'est une technologie qui, de ce que je sais, utilise le micro-ondes, mais là, le dessin en lui-même, c'est pas le cas. Là, on a véritablement, pour moi, c'est la trahison, c'est ce disque sinusoïdal trahit une technologie au sein d'une sphère qui a créé ce disque sinusoïdal que j'appelle, que je dis polarisé, par rapport au fait que dans sa topologie très complexe, on retrouve des monticules et des creusets à l'opposé, qui laisse à penser qu'il y avait des forces synchrones sur un plan horizontal et vertical, voilà, ou même en pied. Hein. Oui. Ce que je veux dire, il faut imaginer ces forces-là. Et non, c'est impossible. Là, c'était vraiment purement de la physique. En fait, c'est un phénomène physique. Alors, c'est ce que je pense que c'est l'extrémité d'un vortex qui permet de translater de la masse matière-énergie. Et à cet endroit-là, ces êtres-là, pour moi, je pense qu'ils n'étaient pas issus de sa morphologie très particulière. En plus, ils étaient pieds nus. Hein. On voit vraiment la morphologie comme pieds nus. C'est extraordinaire. Et laquelle taille faisait l'objet en question, approximativement? La trace. Moi, j'ai pas vu l'objet, j'ai relevé ces empreintes-là. Oui. Je suppose, moi, ce que je suppose, c'est qu'il peut avoir. Ce que je suppose, c'est que l'objet, ça il faut être très loin. Ça se trouve, il n'était même pas là. Il était peut-être à distance, mais pour moi, il aurait insufflé une sphère. À cet endroit-là, il aurait une sphère de propagation de champ d'énergie, et cette sphère permet de réduire. Moi, c'est ce que je pense, hein, ça permet de réduire les personnes et tout à une échelle toujours plus petite. Moi, je pense qu'ils utilisent des mécanismes de réduction de la taille. Et c'est ce qu'on appelle les forces de mécanique quantique, hein, c'est la mécanique quantique, qui permet ça de réduire la masse matière-énergie dans un espace toujours plus petit. Et ça serait, d'après ce que beaucoup de gens pensent en ufologie, c'est le moyen qui permettrait de translater la masse matière-énergie dans une distance par application quantique. Oui, la physique quantique est la thèse la plus cohérente par rapport à ce genre de... Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça, voilà, avec vous, avec ceux qui pensent comme ça, c'est ce que je pense aussi. Absolument. Parce que quand j'ai revu ces empreintes, bon après j'avais écrit un livre là-dessus, et j'avais lu un livre de Stephen Hawking qui s'appelle toujours La distorsion du temps, et là on voit dans cette... alors c'est de la physique que l'on fait, hein, la physique Stephen Hawking, c'est un scientifique que tout le monde connaît, voilà, et il a travaillé sur les trous noirs, c'est-à-dire dans le cadre d'une gravitation forte, de la gravitation forte et des champs de gravité forte. Et apparemment, ça fait fluctuer la masse matière-énergie. La trace en question mesure combien approximativement? Alors, la dimension du sinusoïdal, il faut considérer que c'est entre 1 mètre carré et 2 mètres carrés. Je ne pourrais pas donner tout précisément la taille, je ne me rappelle plus, mais en gros, grosso modo, c'est entre 1 mètre carré et 2 mètres carrés. Voilà, avec. Voilà, pour le disque sinusoïdal polarisé principal. Et il faut savoir qu'il y avait un autre disque qui était côté. Alors, le disque sinusoïdal, tout était orienté sud-ouest, nord-nord-est, à peu près. Vous voyez, cardinalement. Et il y avait un plus petit disque qui était. On voyait, moi, ça faisait comme
lieu principal. Et lui, il était sur la partie vers le côté ouest, vous voyez, côté sud-ouest. Ok. Voilà. Et il y avait des empreintes de pas de pieds nus qui s'inscrivaient dans une langue comme un croissant de lune, vous voyez. Il venait de nulle part derrière, et il s'arrêtait tout poil devant, et c'est comme s'il marchait les uns sur les autres, mais on le voit sous les clichés, hein. Et tout s'arrête devant. Pour moi, ils se sont dématérialisés littéralement devant la sphère de disque, si je veux dire. Oui, c'est possible. Tu as fait un rapport à la gendarmerie, au GEPAN, quelque chose? Alors, ce qu'il faut savoir, alors là, j'avais cautionné ça dans mon livre. Alors, sur le coup, franchement, j'y ai pas pensé sur le coup. C'est au bout d'un mois, je me suis dit, j'aurais dû peut-être aller faire la gendarmerie, mais je l'ai pas fait. Parce que c'est pas par choix personnel, je me suis dit, bon, je sais pas, c'est du sable, de toute manière, l'empreinte d'ici à moi, elle a disparu, quoi, elle était partie. J'étais revenu le lendemain. 48 heures après, j'étais revenu sur le lieu, et il y avait des hommes qui avaient le monticule creusé du disque, qui se voyaient bien encore, et ce qu'il faut savoir, c'est que les grains de sable, c'est comme s'il restait électrisé, vous voyez. D'accord. Parce qu'au bout de 2 jours, quand même, le travail du vent, normalement, ça efface tout. Et au niveau de l'empreinte, sur 48 heures après, c'est comme s'il y avait des forces électriques qui continuaient à maintenir le malgré la montée des eaux? Ouais, non, justement, l'eau n'y va jamais là-bas. Ah d'accord, justement. Ok, je comprends. C'est le point culminant des dunes, et là, l'eau n'y va jamais. Et en plus, quand j'y suis allé, même 48 après, le temps était très clément, et je peux vous garantir qu'il n'y avait pas pu, faut regarder la météo, il avait dû faire des recherches. Je les ai fait moi-même, pour justement étayer des analyses. Mais le climat, la climatologie était très clémente, et il y avait vraiment pas beaucoup d'humidité par rapport à habituellement. Et donc, vraiment, on peut dire que les grains de sable étaient restés au mieux. C'est ça qui est fait. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que tu as regardé sur Internet s'il y avait des témoignages équivalents au tien? Alors, justement, j'ai regardé, j'ai fait un petit peu un avis de recherche, j'avais fait sur Internet à l'époque, pour savoir s'il y avait des gens qui avaient été témoins de ça. Et personne ne s'est désisté. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est, par contre, par la suite, je crois que c'était pendant que j'écrivais le livre, je crois que c'était, voilà, je ne peux pas vous dire, ce livre, je l'ai écrit entre 2005 et 2008, okay. Sur 3 ans. Il est paru en juillet de 2008, édition de la Société des Livres. Voilà. Et pendant ce temps-là, j'avais essayé de joindre le CNRS. Voilà. Okay. Le CNRS, c'est l'antenne qui était à Talence, donc c'est la banlieue ouest de Bordeaux, pour essayer de voir ce qu'ils en pensent, quoi. Et alors, c'est extraordinaire, c'est un peu l'histoire en parallèle, comme l'histoire qui est la vie qu'a pu vivre Jean-Pierre Feuzy. Oui. Je pense que tout le monde connaît, que vous connaissez, tout le monde connaît, très grand scientifique, je pense que c'est le grand scientifique qu'on a pu avoir ces derniers temps. Ancien directeur du CNRS. Du CNRS, voilà, qui a été dégoûté par cette direction, qui n'a pas été compris, et c'est dommage parce que c'est triste, c'est dramatique, c'est véritable fois. J'ai vu son histoire avec le CNRS, c'est dramatique pour lui. Moi, l'histoire que j'ai eue avec le CNRS, c'est par rapport à mise en place du café, c'est ce dont on parle, mais ça n'avait pas d'incidence. Et donc, un beau jour, dans j'appelle le CNRS, j'ai dit à la secrétaire de l'enquête de Talence, puisque je suis à Pisa quand les Bordelais, mes parents, je suis là, qui sont là-bas, familial. Et donc, j'appelle à la secrétaire, j'ai dit, voilà, madame, si je peux me dire, j'ai un cas à vous présenter, elle dit, bah, écoutez, ça m'intéresse, je vais envoyer des fichiers par Internet à l'époque, et ça m'intéresse, venez, et puis, le temps de préparer mon scooter, de monter depuis Sac à Talence, en un quart d'heure, 20 minutes, quoi. J'arrive là-bas, et la secrétaire, elle me dit, bah, écoutez, je suis vraiment navré, mais malheureusement, la direction n'est plus intéressée par... D'accord. Ça m'étonne pas, c'est un peu la politique générale du CNRS depuis toujours. Sur ces cas-là, Hiroshima. Ouais, je comprends, ouais. Ça les dérange, ce que je peux comprendre aussi, mais bon. Voilà. Ça aurait été, je pense, ça aurait été peut-être mieux reçu. Mais le CNRS était plus délicat. Voilà. Donc, tu n'as pas fait de rapport à un organisme officiel. Alors par contre, le dernier organisme, alors par contre j'avais contacté sur Internet des académies dans le monde, j'ai eu de réponse, Académie de Russie, Académie au Canada, université, et bon j'avais donné de réponse, et une fois, la seule réponse que j'ai eue c'était au départ, et c'était une association qui était à Londres, en Angleterre, et qui s'intéressait au crop circle, puis ça va, il y a énormément de crop circle. Oh, oui. Et eux ils m'avaient dit, ils m'ont dit que c'était très très intéressant, voilà. Et au niveau, justement, une spécialité dans tout ce qui est serre. Tu as écrit un livre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ce livre? Oui, pardon, je t'en prie, vas-y.
Alors, ce livre, j'ai intitulé Récits ufologiques au pluriel, parce que dans ma vie, ça raconte un peu tout le parcours de ma vie par rapport au phénomène ufologique. Il faut savoir que depuis l'âge de 10 ans, j'ai été un peu sujet à ces phénomènes-là. Alors attends une seconde. Répète le nom du livre. Le nom du livre, j'ai intitulé Récits ufologiques au pluriel. Récits ufologiques au pluriel, disponible sur Amazon. Alors, il n'est plus disponible malheureusement parce que je suis plus en contradiction avec la société initiale. D'accord, tu peux t'auto-éditer toi-même, hein, Voilà. Oui, mais je pense que je vais le rééditer en version illustrée cette fois-ci. Ça serait bien. Voilà, ça je vais le faire et puis je vous enverrai un exemplaire pour vous dès que je peux. Hein, Avec voilà. plaisir. Ça c'est souvent de cette année que je vais faire ça. Tu me le diras, si tu fais rééditer le livre, tu me le diras que je l'ajoute dans la description de cet entretien. Je peux passer l'illustration du premier, si tu veux, il n'y a pas de souci. Très bien, ouais. Pas de souci, on va juste envoyer ça, il n'y a pas de souci. Et alors, à ton avis, d'où viennent... Alors, c'est une question que je pose à beaucoup de témoins. D'où viennent, que veulent ces créatures? Quel est leur intérêt? Quelle est ton hypothèse, ta théorie par rapport à tout ça? Alors, de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai pu étudier, moi je pense que ces êtres-là nous visitent depuis, alors accrochez-vous bien, moi je pense qu'ils nous visitent depuis des millions d'années. Des millions d'années, d'accord. Peut-être même des centaines de millions d'années, ça paraît fou. Mais pour moi, parce qu'en tout, on part sur Terre qui sont vieux de centaines de millions d'années, dans des gens qui ont des centaines de millions d'années. Et c'est pas possible quand même. Et ça, ces ondes-parts, c'est plutôt des fabrications qui seraient de l'humain. Et en ce qui concerne les entités exogènes, qui sont beaucoup plus évoluées que nous, évidemment, dans l'univers, il y a une infinité de mondes, d'univers, de planètes, de vie foisonnante partout. C'est partout les mêmes atomes, quand on regarde. Et donc partout, il y a des planètes, des exoplanètes, partout. Et l'univers, il a des milliards d'années. Donc depuis peut-être 10 milliards d'années, la vie évolue, intelligente est apparue. Et nous, à un moment donné, dans le temps, on émerge, on arrive au moment où on arrive. Et on a déjà été visité, on va encore être visité. Voilà, quoi. Pour moi, c'est de la logique, quoi. C'est une évidence. Tu as eu d'autres expériences liées au phénomène OVNI? Quand j'avais 10 ans, donc c'est la première expérience, c'était quand j'avais 10 ans. Je sors de la maison moi j'avais la maison d'enfance où j'habitais, où mes parents étaient propriétaires, et à un pâté de maison plus loin, c'était la maison d'un de mes amis d'enfance. On avait, quand on sort de derrière sa maison, derrière du jardin, on entend un bruissement dans les basses moyennes fréquences qui attire notre attention. On regarde vers le ciel, il y avait un nuage cumulus qui était illuminé d'une lueur rouge orangée. Et ça faisait un bruit de vomissement, donc basse moyenne fréquence, un peu comme s'il fluctuait comme des vagues sinusoïdales. Voilà, comme un bruit en alternance, vous voyez. D'accord, voilà, comme ça. Et la lumière rouge orangée faisait des alternances plus ou moins fortes avec le son. Il y avait le son et la lumière. Mais par contre, l'objet qui émettait le son et la lumière, on ne le voyait pas. Il était dans le nuage. Et ça durait au moins 5-10 minutes. Hein. Et je me rappelle, c'était quand on est sorti de chez lui, de sa propriété, ça donnait sur un boulevard. Et bon, à l'époque, c'était pas trop fréquenté, ça c'était au début des années 80. Ça s'est passé, ça. Et voilà, parce que moi je suis né en 1971, et ça on l'avait observé quand j'avais 10 ans. D'accord, donc ça t'a bien marqué quand même. Ah oui, tout à fait. Et puis mon ami avait vu la même chose que moi. Il avait entendu le même truc. D'ailleurs, c'est lui qui m'a interpellé. Et tous les deux, on a regardé, on a vu la même chose. Quoi. Voilà. Mais nous, quand on était enfant, on savait pas, on ne pouvait pas interpréter des choses quand on est adulte. C'est après, par la suite. Par rapport à ça, j'avais contacté le champ de météorologie de Mérignac pour savoir s'il avait capté un truc à la période où vous avez réalité. Voilà. Et puis aussi, j'avais écrit à l'époque à Christophe de Chavannes qui faisait des émissions de scène de Paris, tout ça. Et j'avais essayé par plusieurs fois de les contacter, de voir s'ils voulaient prendre en considération mon cas, mais ils n'ont jamais pris en considération. D'accord, oui, tu es de l'époque de Jimmy Dieu, hein, comme moi. Ouais, tout à fait. Moi, je suis né en 71, donc voilà, je pense, Morgane, on est de la même génération. Je suis né en 79, mais donc tu es un petit peu plus âgé que moi, mais on a connu quand même la bonne époque, effectivement, si elle est mardi. Exactement, tout à fait, exactement. C'est dans de la nostalgie, carrément, oui. C'est sûr. Ouais, tout à fait. Très bien. Mais j'ai pas mal de trucs. Hein. Après, quand j'ai écrit
pendant que j'écrivais le livre, après j'ai fait mon service militaire pendant 2 ans à la base aérienne de Cazaux, l'aviation de Cazaux. D'accord. Et puis je me suis mis à enquêter moi-même tout ça et je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens, en fait, il y a au moins, franchement, il y a entre 5 et 15% de la population qui sont sujets à avoir vécu. Tout à fait. Tout à fait, oui. Comment tu expliques qu'il y ait autant de difficultés pour les témoins à pouvoir en parler publiquement? Alors, la difficulté, pourquoi? Il y a 2 raisons. Il y a la raison exogène, c'est-à-dire, bon, d'abord, la technologie qu'ils ont, elle nous dépasse de loin. Ils ont des moyens imaginaires, ils peuvent nous enlever la mémoire. Ils veulent pas nous perturber. De ce que je sais, apparemment, ils veulent pas que nous, ça nous perturbe. Ils veulent pas nous perturber. Apparemment, ils veulent laisser les êtres évoluer naturellement là où ils évoluent. Pour ceux qui sont les plus évolués, sur les moins évolués. Après, ensuite, il y a aussi le pillage des forces armées, évidemment, qui peuvent récupérer la technologie, voilà. Enfin, c'est nous les guerriers qu'on s'embête entre nous, quoi. Voilà, on se pile entre nous. Et puis après, il doit y avoir la liaison entre les deux. Alors, pour des raisons qu'on ne sait pas. Oui, tout voilà, à fait. Oui, on ne sait pas grand-chose. Bon. Comment tu expliques que les innombrables témoins dans le monde aient bien souvent autant de peine à en parler autour d'eux publiquement? Parce que je pense que c'est tout simplement par rapport à, comment on va dire, des données qui sont naturelles, hein, qui se comprennent pour l'être humain. Lui, il a sa vie à lui, il a sa sociologie à lui, voilà, son éthique à lui. C'est dérangeant, et puis c'est dérangeant même. Il y a des gens, même entre nous, on s'y met des fous, qu'est-ce qu'il veut nous raconter, c'est quoi ces conneries, il parle de Marseille, tout ça. On a du mal à passer, à être crédible vis-à-vis de. Voilà, il y a aussi la différence culturelle, les religions, il y a des religions qui ne peuvent pas en parler. Ça reste très violent pour un témoin de dire la vérité et d'être insulté de fou ou de menteur ou un truc comme ça. C'est violent. Et puis c'est arrivé, tout à fait, voilà. Et puis il y a des personnes qui sont tout à fait ouvertes, qui comprennent les choses, qui sont ouvertes au hypothèse, etc. Le problème, c'est qu'on est tellement. C'est vrai que même entre nous, sur Terre, on est tellement différents même entre nous. C'est vrai, on cultive la Terre, tu cultives un peu la biodiversité, la diversification et tout. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse arriver à un point de vue, voilà, abandonner pour avancer en science, il faut mettre en commun les choses. C'est ça la science. Quand on regarde de toute manière, la science, on découvre des théories, on sent des nouvelles théories dans le temps, au fur et à mesure, en science. Mais si on regarde, tout est dans l'univers depuis la nuit des temps. Petit à petit, on arrive à comprendre les mécanismes de l'univers, etc. Qui aurait dit comme préhistorique autrefois, quand ils regardaient, il allumait le feu. Un jour, ils se sont dit, tu vois, ça c'est des réactions nucléaires au soleil. Il a fallu que l'humanité avance avec ses connaissances scientifiques petit à petit pour arriver, voilà. C'est un cheminement qui se fait dans le temps petit à petit, voilà. Tout à fait. Mais si on regarde, voilà, l'intelligence, elle se fait progressivement, mais moi je pars du principe que comme il y a tous les bonnes molécules, les mêmes atomes partout dans l'univers, la vie, elle est foisonnante partout dans l'univers, elle a été plus développée que nous depuis des millions d'années, voire des milliards. Oh oui, je suis d'accord. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Absolument. Je te pose ces questions-là parce que tu as quand même écrit un livre sur le sujet, tu as donc eu le temps de largement méditer tout ça. Quelle est ton opinion sur le phénomène des Men in Black ou des Morgan in Black? Alors les Men in Black, je pense que c'est pas terrestre. Pour moi, c'est pas. C'est pas possible. C'est vraiment des entités. Alors moi, je pense que c'est soit des entités réelles. Elles prennent la forme humaine pour pas qu'elles fassent peur. Alors ça se peut que ça soit quelque chose d'holographique, hein, même. Moi, je pense que les extraterrestres ont une technologie tellement avancée qu'ils peuvent créer un être comme biologique comme nous qui va apparaître, on peut toucher tout. Mais en fait, ça se trouve, c'est une création. Vous m'entendez? Je sais pas, pour moi, tout est possible, quoi. Si tu imagines tout, quoi. Dans les sphères religieuses, on dit que ces extraterrestres, ces entités, ces choses sont en fait des démons. Ouais, alors ça, par contre, alors les trucs de bien et de mal, ouais, alors ça, moi j'y crois pas trop, le truc de bien et de mal. Après, le bien et de mal, c'est par exemple, un criminel qui veut tuer des gens, ça c'est mal, oui, ça c'est sûr. Mais à ce niveau-là, en ufologie, on ne peut pas parler de ça parce que c'est qu'il y a des trucs très sophistiqués. On voit qu'il y a des technologies derrière, on sent qu'il y a des êtres qui ne sont pas d'ici, qui ont des technologies bien au-dessus de nous. Voilà. Bon, je crois pas. Après, c'est vrai qu'en ufologie, si on regarde, il y a eu des cas où c'est qu'il y a eu
gens qui ont été tués et tout. Mais je crois pas qu'ils le font volontairement, je crois pas. C'est souvent accidentel, je crois pas. Quelle est ton opinion par rapport à Jacques Vallée? Alors par rapport à Jacques Vallée, bah, moi je suis bon, c'est un ufologue, pour moi c'est un ufologue modéré. Je pense, non, je pense qu'il a quand même un certain bagage, évidemment, un certain bagage en ufologie, il a pas mal de connaissances. Mais ouais, c'est l'expérience qu'il a eu dans sa vie et tout, c'est intéressant. Mais non, c'est intéressant quand même. Mais, bon, je pense que c'est un ufologue comme un autre, voilà. Mais après, comme je dis, il faut être confronté à la réalité, il faut avoir la chance de pouvoir avoir des événements en vrai. Et ce qui serait intéressant, ce qui est le plus intéressant, je crois, c'est surtout les personnes qui ont été abduquées. Et là, on est dans un autre. Les abductions, donc les enlèvements extraterrestres. Ah ouais, là, c'est là. Alors on parle souvent de champs de... Très intéressant, là. On parle souvent de petits gris. Quelle est ton opinion par rapport à tout ça? Ouais, alors les petits gris, ouais, tout à fait. Alors moi, je pense... alors, vous savez qu'il y a eu une affaire très importante récemment, les entités inactives de Nazca qui ont été découvertes, avec l'affaire de Thierry Jamin et de on parlait. Oui. Je me dis, ouais, c'est pas possible. Et là, je crois que pour la première fois au monde, pour la première fois, la première divulgation au grand public qui est permise, qu'on a pu faire des analyses et tout. Et là, pour la première fois au monde, on a vraiment la divulgation que ces êtres-là existent bien. Et pour moi, justement, ces entités inactives de Nazca, parce que quand on regarde tout le bestiaire qui est sorti depuis du site, là, on regarde qu'il y a des entités donc, qui sont plus petites que l'homme. Après, il y en a qui ont à peu près la taille de l'homme. Après, des êtres de 3 mètres et des êtres de 8 cm de haut. Et pour moi, je pense que c'est des gris, là, ce qu'on appelle les gris, tous les gris. Des petits gris, les grands blancs et les géants blancs. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les mobiles Nazca, hein, d'accord? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Donc ces classifications de gris, pour moi, le vrai être exogène, le vrai extraterrestre, tridactyle reptilien, qui a été défini par des scientifiques maintenant, qu'on sait. Donc les grands blancs de 3 mètres de haut et les géants blancs de 8 mètres de haut, ceux qu'on a retrouvés des crânes à 12 mètres. Et ils ont vraiment l'aspect comme les grands blancs, et les petits gris et les grands blancs. Alors, je pense que les petits gris, ce sont un peu des ouvriers, effectivement, des grands blancs et des géants blancs. Et je pense que les géants blancs, ce sont vraiment eux, des extraterrestres, et eux, ils sont très grands. Et eux, pour moi, ils hybrident tout ce qui doit être sur les planètes du vivant, ils hybrident tout. Quoi. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il est supposé, ils ont un problème de fertilité, et ils ont besoin d'utiliser la génétique, et ils en sont à tout hybrider sur toutes les planètes. Donc ce qui expliquerait, selon toi, pourquoi il y a autant d'abductions dans le monde. Oui, tout à fait, parce que ça fait, oui, tout à fait, ils utilisent des programmes de génétique, mais je crois que c'est spécifique à eux. Hein. Voilà, je crois qu'il y a plusieurs races d'extraterrestres, il y a les Antiques, etc. Mais eux, je crois que les reptiliens, la petite reptile, alors ça se trouve, c'est même pas, ils sont même pas reptiliens, hein, ça trouve, ils sont beaucoup plus vivares. Hein. Bon, c'est sont des caractéristiques. Alors, s'ils sont pas d'ici, ça veut dire que s'ils sont vivares, qu'ils sont reptiliens, ça veut dire que sur une autre planète, en dehors de la Terre, il y a eu des reptiles aussi. Ce qui laisserait à penser qu'au niveau du darwinisme, sur les autres planètes, il y a à peu près les mêmes animaux qui évoluent, comme ils ont évolué sur Terre, c'est un peu les mêmes. On peut, alors c'est hypothétique, hein, mais bien sûr. Cette hypothèse-là. Bien sûr, bien sûr. Oui, voilà. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je vois ces grands bancs, ces intéressant. Moi, voilà, sur Terre, ils ont tout hybridé et polyhybridé, parce que si l'analyse d'ADN de Maria indique que c'est un polyhybride de 4 espèces différentes, donc le bonobo, chimpanzé, être humain et le tridactyle reptilien, exogène. Enfin, si l'exogène, parce qu'il y a aussi 2 hypothèses principales, soit c'est exogène, pour les Nazca, soit c'est un endogène qu'on n'a jamais su. Tout à fait. Oui, parce qu'on ne sait pas tout de la Terre, loin de là. Très loin de la Terre, et ça trouve, il y a des considératifs extraterrestres sous Terre qui sont le voici de la Terre, etc. Oui. Voilà. Tout est possible. Merci, je te remercie en tout cas pour ton témoignage et pour ces questions, d'avoir répondu à ces questions en parallèle, parce que voilà, tu maîtrises un petit peu ton sujet, tu as quand même beaucoup potassé. Bon, il y a beaucoup de théories, tout ça, mais... Alors, oui. Morgane, je voudrais ajouter un troisième aspect très important sur les empreintes du Cap Ferré. Oui. Regardez bien, les empreintes de pas de pied nus sont en mouvement, sont en état de mouvement, et c'est comme si le mouvement, il y a des empreintes qui sont distordues dans le sens de la longueur et la largeur. Et ça, pour moi, c'est ce qui trahit les fluctuations du champ gravitationnel. Parce que aussi, tout a été imprimé
guillemets, comme si tout avait, comme si la gravité avait été contrôlée. Vous voyez? Tu vois? Parce que moi, si j'aurais marché avec mes 59 kilos, et si, comme eux, de leur poids qu'ils avaient, ils auraient fait des trous béants comme moi, mais pas du tout. Tout a la même masse. Tout est parfaitement homogène. Je vois. Voilà, et ça, c'est très très important. Ça veut dire qu'il y a une distorsion d'espace-temps. Parce que les étirements trahissent la distorsion dans l'analyse de la cinétique et de la topologie, trahissent justement les ondes la fluctuation des ondes gravitationnelles, les champs gravitationnels, et voilà. C'est ce que je disais parce que j'avais été voir, excuse-moi, je suis un peu long. Pas de problème. Je voulais absolument rajouter ça. À l'époque, j'étais allé voir les repas géologiques d'abord. J'en avais présenté des cas, ils étaient restés bêtes. J'avais dit, je pense que là, pour la première fois, vous voyez, on a la preuve d'une distorsion d'espace-temps réelle. Voilà. À l'échelle humaine. J'avais marqué aussi dans le livre. Oui. Oui, comme j'aime beaucoup cette approche. D'ailleurs, j'ai un peu la même approche aussi en théologie qui s'imbrique avec cette notion de physique quantique qui est fondamentale à prendre en compte. Donc, fondamentale de toute manière, nous-mêmes, être humain, nous rentrons dans l'ère quantique. On va rentrer dans l'ère des ordinateurs. Absolument. De la physique quantique, bien comme il faut. Je suis d'accord. Et de toute manière, c'est là qu'on va faire des progrès du genre, si bien qui nous permettront d'arriver au premier échec de la civilisation stade 2. Comme un stade 2. Non, mais pas, on ne pas un stade 2. C'est ça qui va nous permettre, cette mécanique quantique, la gravitation quantique, d'arriver au stade 1 de la civilisation niveau 1. Et là, on pourra rivaliser, on pourra quand même, là, partir de là. Mais je pense que maintenant, aussi, à l'heure aussi qu'on parle actuellement, on est dans l'ère de la grande divulgation, et les momies d'affaires, vraiment, c'est le tremplin. Vaste sujet. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de témoigner pour OVNI France. Avec très grand plaisir, et merci à toi, Morgane, vraiment infiniment, parce que ça fait 20 ans que j'ai cette affaire, j'ai jamais eu de truc plus trop avancé, là, ça me permet d'avancer un peu. Je suis très content que ça puisse être, si ça peut être diffusé à une plus grande échelle. Oui, ça le sera avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ça nous intéresse énormément. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour recevoir évidemment toutes les vidéos en notification. Et puis on attend vos retours. Si vous avez été témoin d'un phénomène lié aux ovnis ufologiques, contactez-moi, Morgan Christ, officiel@gmail.com, où vous avez mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, etc. Merci beaucoup à vous, vous étiez sur OVNI France.